pour ce premier webinaire du GAN. Donc, avant de laisser la parole à César Abdelhak, que je remercie avec ça Merci, Nassim. d'avoir accepté. Donc, c'est tombé dans une conjoncture où on avait le choix entre faire des webinaires technologiques sur notre domaine de prédilection ou commencer par un sujet qui nous concerne tous, qui est celui des relations de travail en ces temps de confinement. On a préféré pour cette première donner la parole à un expert que je vais présenter très très brièvement. Donc, c'est Abdelhak Zaim, est un expert en droit social et droit du travail. Donc, il a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Il est de formation juriste, donc il a fait l'école de l'université de sciences juridiques d'Alger et il a travaillé pour plusieurs entreprises dans le domaine justement du juridique et des RH, en commençant par le pays Batijek, Tassil Airlines, Air France, et il a fondé en 2010 son propre cabinet de conseil juridique en droit du travail RH, qui compte aujourd'hui une vingtaine d'employés et qu'il dirige d'une main de fer depuis maintenant une dizaine d'années, 10 ans exactement. Donc, je ne sais pas si j'ai résumé ta carrière en une minute, mais je préfère te laisser la parole. Comment on va fonctionner si vous le permettez, donc vous coupez juste les micros pour que le son soit... Donc, vous coupez les micros pour qu'on puisse permettre à Zahem de faire une présentation d'une trentaine de minutes. Après, je vais recueillir au fur et à mesure vos questions. Donc, vous n'hésitez pas. Vous avez un onglet de conversation sur la droite. Donc, vous me posez toutes les questions que vous souhaitez poser à Abdelhak Zahem, que je transmettrai à la fin de la séance. Donc, il nous fera un grand plaisir de répondre à ces questions-là. Donc, je te cède la parole, Abdelhak. Fadal. Merci, Nassim. Salam alaikum. Salam khair tout le monde. Donc, on va aborder un sujet. Alors là, on ne peut pas dire plus que d'actualité que ce sujet. Au-delà de l'aspect, on va dire, médical de la chose, on est confronté pour la première fois, donc c'est une première pour tout le monde. Donc, tout le monde est sujet à ça. Donc, Nassim expert, et ben devant cette situation, apparemment tout le monde est novice. Donc, j'essaierai d'apporter le maximum d'éclairage sur ça, en espérant vous être utile. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Depuis la semaine dernière, donc depuis exactement une semaine, on a eu 2 décrets qui sont sortis dans l'urgence, et c'est normal parce que la situation est urgente. Donc, il y avait un décret, le 2069 et le 2070. Le 2069, c'est le premier décret qui décrit la situation générale de confinement, des mesures que devrait prendre l'État et des mesures que devraient prendre les personnes. Et il y avait tout un chapitre sur la fonction publique. Et 3 jours après, donc le 24, il y avait un deuxième décret, le 2070, qui étalait des mesures complémentaires qu'on va aborder tout de suite, et qui étalait une mesure phare, c'était la mise en congé exceptionnelle. Donc, on va discuter de cette mise en congé exceptionnelle. Maintenant, pour situer le contexte des 2 décrets, là, on parle de mesures de confinement, de distanciation sociale. J'ai appris un mot, je ne connaissais même pas que ça existait, ça, distanciation sociale. Donc, la mesure est là. C'est-à-dire qu'on cherche à travers ces décrets de limiter la propagation du coronavirus. Et c'est peut-être là l'idée principale. Il ne faudra pas la perdre de vue parce qu'elle nous sera intéressante tout à l'heure pour discuter notamment des mises en congé exceptionnelles. Comme l'idée est de distancer les personnes. Donc derrière, si moi, employeur, je vais satisfaire à certaines dispositions de ce décret, peut-être, entre parenthèses, je ne serai pas obligé d'appliquer tout le décret. Maintenant, les décrets sont là.
l'État a élaboré ces décrets dans l'urgence. Déjà, si ma lecture de juriste, je ne vais pas vous baratiner avec ma lecture de juriste, mais si vous prenez le texte en arabe et en français, déjà, il y a des différences. Ce n'est pas le même texte. Pour une disposition du texte en arabe, il y a même une omission. Il y a les détails, notamment pour les mises en congé. Sur le texte de mise en congé pour la fonction publique, il est très clair. Pour le texte de mise en congé pour la fonction, on va dire, pour les entreprises économiques, pour tout le secteur économique, eh ben, le texte en arabe n'est pas équivalent du texte en français. Il y a une petite omission du texte en arabe, mais passons, l'idée n'est pas là. Ça, on pourra en discuter, Inch'Allah, le jour où on sera tous guéris, le jour où il n'y aura aucun souci. Il y aura certainement beaucoup de dissertations sur ce sujet, parce que, je le rappelle et je le répète, c'est une première. De mémoire, on n'a jamais eu ce cas de figure en Algérie, peut-être ailleurs dans le monde, oui. La Chine en a vécu plusieurs fois avec toutes les épidémies, le H1N1, le SARS, le SARS et ainsi de suite. Mais en Algérie, quasiment presque dans le monde entier, c'est une première. Comme c'est une première, mon interprétation et celle de mes collègues en cabinet, j'ai en passe Mehdi qui est là, qui est présent avec nous. On peut avoir une lecture. On peut être influencé par son propre passif. Si je peux parler en tant que juriste, je ne peux pas enlever une casquette d'employeur aussi. Et quelquefois, avoir l'apport d'un juriste à côté qui va vous dire non, Abdelhak, tu penses plutôt employeur et porte-t-il en ce moment. Donc, il ne faudra pas oublier qu'on peut avoir plusieurs lectures du même texte. Chacun va interpréter quelquefois comme il le veut. Donc, l'employeur va prendre une lecture. Le salarié mskin aussi, je le dis bien mskin parce que c'est peut-être la plus grande victime maintenant, aura sa lecture, il va chercher à se protéger le plus. L'État a sa propre lecture, il ne faut pas l'oublier. Et l'État a des organes pour imposer sa lecture. Et notamment, puisqu'on discute de notre secteur privé, on a l'inspection de travail pour ne pas respecter certaines choses. Maintenant, vous me direz que l'inspection de travail est en vacances elle-même. J'ai des collègues qui sont partis voir l'inspection de travail. Hier, j'ai un ami qui est allé voir l'inspection de travail ici à Alger. Ben, il n'y avait personne. Donc, l'inspection est elle-même confinée à 50%, mais en réalité, il n'y a quasiment personne. Il y a un petit service minimum, mais sans plus. Donc, n'attendez pas grand-chose de l'État tout de suite. On est presque en état d'urgence sanitaire. Donc, ne cherchez pas des réponses à toutes vos questions. Probablement, il n'y en aura pas de la part de l'État, du moins. Il y a des communiqués gauche à droite, on a des intervenants gauche à droite qui interviennent quelquefois dans la télévision, là, dans des écrits. Ça vaut ce que ça vaut. Même mon intervention aujourd'hui, elle vaut ce que ça vaut. C'est juste une lecture de la loi. Et là, je précise, on n'est pas en train de parler d'une loi. Et ça a tout son intérêt. Ce n'est pas une loi, c'est des décrets. Donc, c'est de la réglementation. Donc, ça nous serait utile tout à l'heure dans une lecture très juridique. Est-ce qu'une loi prime ou est-ce qu'un décret prime dans cette situation? Donc, notamment en matière de congé, de mise en congé, de reliquat. Donc, il y a beaucoup de questions probablement sur ce sujet-là. Moi, de toute façon, j'en vois. Donc, tout de suite, je ferme la parenthèse. C'était une longue introduction. Maintenant, je vais revenir sur les décrets. Et je ne vais pas parler du premier décret, le 70, mais plutôt le 69, le 2069. Il est là. Il arrivera à terme normalement ce vendredi ou ce samedi. Il sera forcément prorogé. Donc, moi qui est de nature très optimiste, je l'ai annoncé autour de moi. Si tout se passe bien, ça sera un Aïd au Dar, Inch'Allah, apparemment. Donc, l'Aïd, c'est quasiment foutu. Donc, oubliez l'histoire de l'Aïd, je pense que c'est quasiment impossible de fêter l'Aïd à l'extérieur. Et l'Aïd, probablement, c'était, je pense, le 27 ou le 28 mai. Donc, on va y aller quasiment pour 2 autres mois de confinement et de mesures, si tout se passe bien. On a l'exemple chinois de 3 mois, strict. Mais la Chine, avec sa communication très opaque, ils ont annoncé 3 mois et 3000 morts. Et actuellement, on est en train de voir des choses où c'est réellement 3 fois plus, 10 fois plus ou 20 fois plus le nombre de morts. Donc, c'est pas tellement la réalité. Les scénarios un petit peu optimistes des Anglais font 6 mois. Moi, j'ai mon frère médecin qui m'annonce 18 mois, quoi. Donc là, il m'a plombé l'ambiance, ça fait quelques jours. Donc, 18 mois, ça fait beaucoup. Mais en Algérie, on a notre épée. On a l'effet Corona.
Mais avant le corona, on avait un effet de crise économique qui était là déjà. Et le corona n'a fait qu'aggraver les choses. Donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient dans une fragilité. Et le corona arrivant, c'était quasiment leur arrêt de mort. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui se portaient à peu près bien, mais qui avaient quelques difficultés, notamment des difficultés de trésorerie. Et le corona les achève. Il y avait certaines entreprises qui se portaient très bien à la veille du corona. Et du jour au lendemain, arrêt du cash. Donc, fermeture des commerces. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, on a deux conjonctures qui sont mauvaises. Inch'Allah, يرفع علينا البلاء. ندعم ولا يرفع علينا البلاء, Inch'Allah. Mais je pense personnellement que ça va durer au minimum 3 mois, cette histoire. Au moins 3 mois. Donc, j'espère que je ne serai pas un oiseau de malheur. J'espère que je n'ai pas raison. Inch'Allah, on râle. Mais tous les signes disent que ça va durer dans le temps. Donc, puisque ça va durer dans le temps, l'État a édicté des mesures transitoires de 15 jours qu'elle renouvelle apparemment tous les 15 jours. Donc, on va avoir un décret probablement ce vendredi ou ce samedi, voire même avant, qui va encore prolonger de 15 jours. Et on va y aller comme ça, probablement de 15 jours à 15 jours, jusqu'à l'extinction ou la disparition de cette pandémie. Donc, je vais commencer par le premier décret. Donc, le premier décret a énoncé plusieurs mesures, dont la première, c'était la suspension des transports. Tout ce qui était transport public est suspendu. Donc, depuis samedi passé, c'est mon mémoire est bon, depuis le 22. Donc, depuis le 22 mars, il n'y a aucun transport public qui ne fonctionne pour Alger, Blida. Ça a été étendu il y a 3 jours avec tout le transport interwilaya. Et maintenant, toutes les wilayas quasiment vont y passer. Et il y a 2 jours, c'était 7 ou 8 wilayas qu'on a rajouté. Et je pense, dans 2-3 jours, toute l'Algérie va y passer. Donc là, c'est histoire de quelques heures ou de quelques jours. Il n'y aura aucun transport public de wilaya, interwilaya, de taxi ou de taxi collectif qui ne pourra fonctionner. Maintenant, la mesure a édicté des transports publics. Dans le texte en lui-même, on a exclu le transport public, plutôt le transport du personnel, pardonnez-moi. Donc, le transport du personnel, donc toutes les entreprises qui ont un transport du personnel peuvent encore l'utiliser sans aucun souci. Maintenant, il y avait une disposition pas assez claire sur la partie transport individuel, notamment les taxis. L'État a décidé, elle s'est rattrapée, donc elle a interdit les taxis. Maintenant, entre parenthèses, entre taxis individuels et VTC, tout ce qui est véhicule avec chauffeur, de transport avec chauffeur, donc les ISIR, les TomTom et compagnie, là, il y a un vide juridique. Donc, les ISIR fonctionnent apparemment, les TomTom fonctionnent encore. Et peut-être tant mieux, dirais-je, ou tant pis, j'en sais rien, ça dépendra de la lecture, est-ce que je suis médecin ou pas. Mais au moins, ça fonctionne. Mais techniquement, arrêter les transports, c'est mettre à l'arrêt plusieurs millions de salariés qui n'ont pas le moyen de transport, qui n'ont pas leur moyen de transport, qui n'ont pas de covoiturage, qui ne peuvent pas y aller à pied. Quelquefois, leur lieu de travail est très éloigné. Donc, la question qui se pose, moi, salarié, je ne peux pas y aller à mon lieu de travail. Comment on va traiter mon salarié cette non-présence? Est-ce que c'est une absence ou pas? Première question qu'on pourrait se poser. Moi, employeur, maintenant, je vais faire le jeu de rôle. Moi, employeur, je vais répondre, le salarié n'est pas là, n'est pas présent. Donc, pour moi, il est absent. L'employé pourra se défendre et dire, mais c'est pas de ma faute. Si vous êtes à 50 km et votre lieu de travail, vous n'avez pas de transport, eh ben, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. C'est une décision qui a été prise par l'État. Et je ne peux que prendre le coup. Donc, pour toute cette histoire, apparemment, tout le monde a raison. Donc, l'État a raison de limiter le transport. Elle a bien fait de le faire. L'employeur a la raison de dire le salarié n'est pas là, donc je ne suis pas censé payer la journée. Et le salarié a la raison de dire je ne suis pas absent. Mais dans tout ça, est-ce qu'on doit payer quelque chose? Est-ce que l'employeur devrait payer cette absence? Eh bien, la réponse juridique sec, c'est non. Le salarié n'est pas présent, donc je ne paye pas. Maintenant, j'ouvre la parenthèse parce qu'il y a la partie congé exceptionnel qu'on va aborder tout à l'heure, tout de suite plutôt. Donc, tout de suite, la réponse est simple. Le salarié n'est pas là parce qu'il n'y a pas de transport. Donc, il n'est pas payé. Deuxième question que peut se poser le salarié, est-ce que le transport du personnel est obligatoire?
Eh ben, en cherchant personnellement dans les textes de loi, et notamment dans la loi 90-11 relative aux relations de travail, ben, je ne trouve aucune référence. Il n'y en a aucune qui dit que l'employeur doit transporter ses salariés. Je reviens un petit peu plus loin sur le statut général des travailleurs de 1978. Il y a une dizaine d'articles de cette loi qui sont toujours en vigueur, donc qui ne sont pas abrogés, qui expriment entre les lignes que presque le transport et la cantine sont presque obligatoires. Mais c'est pas aussi clair que ça. Donc, moi, employeur, j'ai pas de transport public, j'ai pas de transport du personnel. Que dois-je faire? Est-ce que je suis obligé de mettre à disposition de mes salariés du transport? Eh bien, la réponse sec d'un juriste, il va vous dire non, clairement, je ne suis pas obligé de le faire. J'ai aucune obligation légale. Pourquoi je le mettrai? Je le ferai. Une réponse peut-être d'un manager éclairé va dire je vais tout faire pour faire ramener mes salariés sur le lieu de travail. Eh ben, certains employeurs vont dire moi, j'ai pas les moyens. Et tous les transporteurs maintenant du personnel sont peut-être super sollicités. Et le transport du personnel en lui-même, juste entre parenthèses, c'est une activité réglementée. Donc, c'est pas n'importe qui peut le faire. Donc, pour le faire, il faut avoir un agrément spécifique déjà. Il faut avoir une convention commerciale. Et les barrages de police et de gendarmerie arrêtent actuellement de ma devise, c'est ce que je vois, tous les transports du personnel pour vérifier que c'est bien du transport du personnel. Parce qu'avec l'arrêt des transports publics, il y en a qui se sont reconvertis entre parenthèses. Maintenant, moi, employeur, est-ce que je suis obligé de mettre un transport du personnel? La réponse est claire, juridique, non. Sauf s'il y a quelque chose qui me l'oblige. Qu'est-ce qui peut m'obliger? Il y a des employeurs, par exemple, par convention ou par cahier de charge ou autre, ils ont l'obligation de le mettre. Donc, si vous avez ça, par exemple, dans votre contrat de travail, vous avez une disposition claire qui vous dit que l'employeur vous transporte, eh ben, l'employeur ne peut que s'exécuter. Donc, il ne peut pas faire autre chose que ça. Maintenant, la plupart des employeurs n'ont pas de transport. Rares sont les employeurs quand même qui ont un transport du personnel. Donc, c'est une chance entre nous. Mais autre chose qui peut impacter, moi, employeur, je vais dire que je ne suis pas obligé de le transporter. Et d'ailleurs, j'ai donné ou j'ai octroyé une indemnité de transport ou de véhicule à mon salarié. Donc, puisqu'il a l'indemnité, la casse se débrouille, entre parenthèses. Et s'il ne vient pas, eh bien, il est absent. Juridiquement, ça se tient. Humainement, ça ne peut pas se tenir devant cette situation exceptionnelle. Donc, à l'employeur, ça c'est mon conseil personnel, de veiller à mettre la plupart de son personnel ou le maximum plutôt de son personnel dans une situation à les mettre dans un confort où ils peuvent travailler en télétravail ou à distance, c'est un mot qui vient à la mode, mais on va en parler, ou de mettre à disposition des véhicules s'il le peut, de faire du covoiturage s'il le peut, mais ce n'est pas une obligation. Donc, s'il peut le faire, eh ben, tant mieux. S'il ne le peut pas, eh ben, à l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est ça la règle, on va dire, juridique. Par contre, l'employeur, devant cette situation, ne peut pas exiger de son salarié qui ne peut pas se présenter tous les jours à son lieu de travail ou qui se présentera quasiment toujours en retard, d'être à l'heure. C'est très compliqué. Je parle spécialement des wilayas d'Alger et de Blida parce qu'il y a un confinement. Pour Blida, il est total, mais on va en parler. Pour Alger, il est partiel, de 19h à 7h du matin. Donc, les gens qui se déplaçaient habituellement avant 7h du matin ne le peuvent plus parce qu'il faudra avoir une dérogation, une autorisation des services de sécurité. Je n'en connais pas un rayon sur les autorisations, donc c'est presque un flou. Il y en a qui l'obtiennent facilement, il y en a d'autres qui ne l'obtiennent pas. Donc, c'est une semaine de flou. Moi, les échos que j'ai de la part de certains de mes amis ou de mes clients, c'est presque flou. Ça se passe principalement par radio et autres. Donc, c'est encore un peu flou. Bleda, c'est un confinement total. Donc, certains se déplacent pour les activités essentielles, mais pour les autres, tout est fermé. Donc là, la problématique de transport ne se pose même pas parce qu'il y a confinement total. Donc, personne n'a le droit normalement de sortir travailler. Même s'il y a des exceptions, des entreprises qui bossent encore, et même s'il y a d'autres exceptions, des entreprises qui enfreignent la loi entre parenthèses. Maintenant,
je ne suis pas ou je n'ai pas l'obligation de transporter mes salariés. Le salarié peut dire que c'est une mesure étatique, donc je ne peux pas me transporter. Donc là, on est devant une situation atypique. Est-ce que c'est un cas de force majeure? La force majeure, elle a sa définition. Là, on est sur un autre cas qui s'appelle plutôt le fait du prince. Le fait du prince, c'est quand l'autorité en place décide de quelque chose. Du jour au lendemain, on pourra dire, par exemple, on a eu des faits de prince précédemment. C'était par exemple l'interdiction d'importer quelque chose ou l'interdiction d'exercer un certain métier si on n'a pas certains agréments. Donc tout ça, c'est des faits du prince. C'est l'autorité, c'est l'État, avec son pouvoir public, qui dicte une règle. Est-ce que c'est un cas de force majeure? On peut l'assimiler à de la force majeure par ses effets, mais elle n'a pas sa composante. La force majeure, c'est quelque chose qui est global, c'est-à-dire ça concerne tout le monde. Ce n'est pas encore le cas pour l'Algérie. C'est quelque chose qui est imprévisible, c'est quelque chose qui est insurmontable et qui est indépendant de la volonté des partis. Donc, elle a ces 4 composantes. Donc, le fait du prince, c'est quelque chose qui nous vient d'une autorité. Donc, techniquement, c'est prévisible. Le cas d'une force majeure, par exemple, c'est un tremblement de terre. Quelle que soit notre technologie, on ne peut pas le prévoir. Donc, s'il arrive, il est global, il est général, il a ses effets. Mais le fait du prince, c'est possible, c'est quelque chose qui peut se passer. Et on s'attend à certaines choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est imprévisible. Est-ce qu'il est insurmontable? Oui, il est insurmontable. Donc, l'État a décidé. Donc, on s'arrête là. Donc, on ne va pas chercher les effets juridiques autres. L'État a décidé, donc on n'a qu'à s'exécuter. Maintenant, à la fin de cet état, on va dire, d'exception, chacun peut-être pourra faire le procès de l'État s'il le veut pour certaines activités. Mais pour le moment, on est sur les effets. Qu'est-ce que les effets de cette décision? Maintenant, le premier effet de cette décision, c'était les transports. Le deuxième effet, c'était la fermeture des magasins. L'État a dit les magasins non essentiels. Qu'est-ce que c'est déjà un magasin non essentiel? Donc, on a commencé par fermer tout ce qui était café, restaurant, salle de spectacle, lieu de villégiature ou autre. Ça, c'est une première mesure du 21 mars. Au 24 mars, on a étendu à tous les magasins. Donc, définition presque technique d'un magasin, c'est tout espace commercial qui reçoit du public et qui est sur la voie publique. Donc, en général, sans rentrer dans la définition juridique très précise, c'est tout ce qu'on voit sur la rue, tout ce qui est ouvert, qui est prêt, tout ce qui est à la vente, on va dire, là où il y a des prestations, soit des services, soit de la vente de marchandises qui est sur la voie publique. Donc, cette disposition exclut les magasins de l'alimentation générale, les marchés de gros, de fruits et de légumes, tout ce qui est pharmacie et parapharmacie, donc c'est toujours ouvert. Bizarrement, on a toujours les tabacs journaux, ça c'est pour l'anecdote. Les tabacs journaux sont ouverts. Et l'argument de l'État, c'était qu'il vendait des journaux. Donc, en réalité, c'était parce que ça vendait du tabac et rien d'autre. Et l'État redécouvre que le tabac, c'est quelque chose d'essentiel apparemment dans la vie du citoyen. Je ne suis pas fumeur, donc je suis totalement contre, mais bon, il y a des fumeurs qui ne peuvent pas s'en priver. Donc, derrière, l'État a décidé de certaines choses. Donc, il y a beaucoup d'employeurs qui sont magasins, si je prends le cas d'une pizzeria ou d'un point de vente, et l'État, d'une journée à une autre, a décidé de fermer. Donc, l'État a pris cette décision. Donc, la question qu'on va se poser, c'est quels sont les effets sur moi, employeur, et sur moi, salarié. Donc là, tout de suite, l'État a pris une décision. Ce n'est pas de la faute des partis, donc c'est ni de la faute de l'employeur, ni de la faute du salarié. Donc, puisque c'est la faute d'une personne, c'est un tiers qui a pris une décision. Donc, juridiquement, si on revient aux dispositions du Code civil, l'article 127, derrière, il y a une levée des obligations réciproques. Moi, employeur, je ne peux plus exécuter mes obligations. Et moi, salarié aussi, je ne peux plus exécuter mes obligations. Donc, on est devant une situation de fait où l'employeur ne peut pas ouvrir le lieu de travail. Donc, il y a une fermeture. Donc, si vous avez un magasin, vous ne pouvez plus ouvrir le magasin. Et si vous ouvrez le magasin, vous avez 2 types d'infractions qui peuvent être levées. Il y a une infraction légère parce que vous avez un frein, un ordre de l'État.
Donc ça, c'est pas trop grave. Mais il y a l'effet peut-être plus grave, c'est votre responsabilité si l'État engage une action pénale contre vous. Et par pénal, j'entends là comme si vous êtes une entité ou un employeur ou une personne qui fait répondre à la pandémie. Parce qu'on pourra vous dire que derrière, parce que vous avez ouvert votre magasin, et vous n'êtes pas autorisé à l'ouvrir, vous avez créé, vous avez étendu la pandémie du coronavirus. Ça veut dire que vous avez mis en danger la vie du citoyen. Et là, c'est très grave parce qu'on rentre dans une de pénale et grave, une pénale à 50 prisons et autres. Donc, je déconseille bien sûr à tout le monde ou à tous les salariés ou tous les employeurs qui sont là, qui ont des magasins, de les ouvrir. Donc, on est devant une situation de fait. Question qui va se poser tout de suite, qu'est-ce que je fais, moi, employeur? Est-ce que je suis censé payer les salaires ou pas? Lecture juridique simple. Le salaire, c'est une contrepartie d'un travail fourni. Le salarié ne travaille pas, donc il n'est pas payé. Donc, c'est un effet direct. Est-ce que je peux payer quand même? Eh bien, libre à vous. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, si vous voulez payer, libre à vous. Est-ce que, en payant les salariés, est-ce que j'en prends une loi? Eh bien, spécialement, tout de suite, aucune. Donc, on n'en prend aucune loi. Parce que qui peut le plus, peut le moins. C'est réellement un avantage pour vos salariés. Est-ce que je peux mettre en congé mes salariés tout de suite? Eh bien, la réponse, eh bien, oui. Parce que c'est peut-être votre seule réponse juridique fiable et directe. Mais la question qui va se poser tout de suite, c'est que dans le premier décret du 21 mars, le 2069, il y avait une petite disposition qui dictait clairement que l'État va accompagner les entreprises, elle va accompagner, elle n'a pas cité des entreprises, mais elle va accompagner toutes les structures, les employeurs ou autres, qui ont subi ou qui vont subir éventuellement des dommages. Maintenant, une fermeture de magasin, c'est un dommage direct et sec. Donc, normalement, on n'a pas à le prouver parce que c'est un magasin. Je dois le permettre, donc j'ai un arrêt direct de ma prestation. Mais le salarié va se défendre. Il va dire, puisque l'État a écrit cette disposition, même si c'est une disposition trop vague, et pour moi, personnellement, ça ne veut presque rien dire, parce qu'elle est tellement vague, elle renvoie à un texte particulier, donc forcément une loi qui devrait sortir. Donc forcément, c'est un texte plus compliqué qui va sortir. Donc tout de suite, je ne pense pas qu'on aura quelque chose de très fiable rapidement, donc sous 15 jours ou sous un mois. Donc moi, salarié, en voyant le texte, je vais dire, l'État a prévu quelque chose pour les employeurs. Pourquoi l'employeur ne me payerait pas? Sachant qu'on est dans le même texte, je parle du texte le suivant, le 70, le décret 2070, c'est stipulé clairement qu'il y a un congé exceptionnel qui est décidé par l'État, et les salariés, au minimum 50%, devraient bénéficier de ce congé exceptionnel. Et on va lire en filigrane, ça veut dire entre parenthèses, que l'employeur, puisque l'État va lui garantir quelque chose, pourquoi il ne payerait pas quelque chose à ses salariés? Pourquoi il ne paierait pas ce congé exceptionnel? Donc là, je saute tout de suite sur la partie congé exceptionnel parce que les deux points sont liés. L'État a créé quelque chose qui s'appelle le congé exceptionnel, rémunéré. L'État a décidé de deux manières. Le premier décret, l'État a décidé en tant qu'employeur, c'est-à-dire en tant que fonction publique. Donc, elle a décidé pour ses salariés, entre parenthèses, ses fonctionnaires. Alors, elle a le droit de libérer ses fonctionnaires. Là, je ne vais pas parler des fonctionnaires. Maintenant, notre discussion, c'est les salariés du secteur économique. Puisque l'État a créé quelque chose, pourquoi l'a créé? Donc, il faut revenir à l'objet de toutes ces mesures. Il faut revenir à l'objet qui est la distanciation sociale. C'est pour éviter la propagation du coronavirus. Donc, tout de suite, lecture de juriste très sec. Ce n'est pas un avantage aux salariés, qu'on s'entend très bien. Ce n'est pas parce qu'il y a ce congé exceptionnel rémunéré que c'est un avantage. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que l'État a créé pour avantager ou donner quelque chose de bien aux salariés. Elle a créé ce congé exceptionnel pour limiter la propagation du coronavirus. Non pas pour donner 15 jours ou 3 semaines ou 2 mois de congé aux salariés.
Ce n'est pas la finalité de la mesure. Donc, en comprenant la finalité de la mesure, et je rappelle que c'est ma lecture des textes, l'État demain peut sortir un autre texte ou l'inspection du travail pour avoir une autre interprétation. Donc là, je suis en train de dire mon interprétation, l'interprétation de mes collègues du cabinet GMS. Donc derrière, c'est une mesure exceptionnelle, certes. Le fondement juridique, il est franchement très contestable, mais ça, on va en discuter le moment venu, c'est-à-dire dans quelques mois. Mais l'État a décidé, c'est bon. Donc on est devant une situation où on a un décret. Donc moi, salarié, j'ai un décret, j'ai une lecture très simple du décret. Je lis congé exceptionnel rémunéré. Je suis concerné parce que je suis femme, parce que je suis femme enceinte, parce que j'ai un cas peut-être de maladie chronique, où je suis dans une situation de santé peut-être fragile, je suis dans une fragilité sanitaire. Donc là, je vais dire à mon employeur, l'État m'a donné cet avantage, je dois rester chez moi, ils vont me payer. OK. Maintenant, tout de suite, qu'on s'entende bien sur la partie congé exceptionnel rémunéré, le congé, l'utilisation du terme congé, je reviens à l'organisation de l'employeur, ça veut dire que c'est l'employeur qui vous met en congé. Vous ne vous mettez pas en congé vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas au salarié de décider est-ce qu'il est en congé exceptionnel ou pas. Déjà, ça, c'est la première règle. On vous met en congé exceptionnel. Ça veut dire que tous les employeurs ou tous les RH qui sont là ou tous les salariés doivent avoir un titre de congé. Ce n'est pas une décision qui se prend juste verbalement. Il faut un acte. Donc, je vous mets en congé exceptionnel. Donc, pour vous mettre en congé exceptionnel, moi, employeur, si je vois la loi, plutôt ce texte, est sorti le 24 mars. Ça veut dire si j'ai pris des mesures avant le 24 mars, libre à moi de les prendre. C'est-à-dire si j'ai mis mes congés, si j'ai mis l'ensemble de mes salariés en congé le 22 mars ou le 21 mars, et le texte est sorti le 24 mars. Le texte ne s'appliquerait pas sur moi durant la période des congés de mes salariés. Donc, je suis libre, pour répondre à une question qui est posée maintenant, de forcer mes salariés à prendre un congé si je l'ai fait avant le 24 mars. Maintenant, la situation peut changer après le 24 mars. Maintenant, si je prends le texte de loi, je reprends ma casquette de juriste, j'ai un texte qui me dit mise en congé exceptionnel rémunéré pour 50% du personnel. Je suis le 25 ou je suis le 31 mars, je veux forcer mes salariés à prendre congé. Il y a beaucoup d'employeurs qui l'ont fait. C'est discutable, mais là, je vais vous donner juste quelques filtres pour discuter c'est quoi ce congé. Un, ce n'est pas un avantage. Ça veut dire si le salarié avait déjà des reliquats de congé et qu'on s'entende bien sur le terme reliquat. Le reliquat de congé, c'est les congés de 2018, 2017, 2016, 2015 et antérieurs. Ce n'est pas le congé 2019. Le congé 2019, on est sur sa période de consommation. Donc, tout ce que j'ai acquis, moi, salarié, entre le 1er juillet 2018 à ce jour, eh bien, techniquement, c'est les congés 2019 et congés 2020. Donc, je ne peux pas forcer mon salarié à prendre son congé 2019 ou avancer le congé 2020. Je ne peux pas si je prends cette décision maintenant. Si j'ai pris cette décision à compter du 24 mars. Parce qu'elle serait forcément contestable. Pourquoi? Parce qu'un inspecteur de travail, un juge, va dire l'État a créé un mécanisme, il s'appelle le congé exceptionnel, quel que soit son fondement juridique. L'État, 2 articles après, a créé un mécanisme de compensation qui va venir, qui va voir le jour. On ne sait pas quand, mais il va venir. Donc, vous, employeurs, vous étiez dans l'obligation de mettre vos salariés en congé, du moins 50% de vos salariés en congé, exceptionnel rémunéré, et l'État va vous accompagner. Donc, si vous prenez une autre décision à l'encontre de cette décision de l'État, vous êtes en tort. Donc, probablement un juriste simple, un juge, un inspecteur de travail, un syndicaliste, un délégué du personnel, un président du comité de participation, eh bien, ils vont raisonner comme ça. Et entre nous, personnellement, oui, ils ont raison. Parce que derrière, il y a un système qui est là, qui est prêt. Même s'il n'est pas très clair pour le moment, il est là, il existe. Et on ne peut pas sortir à peu près de tout ce qui se fait
On va vous dire, vous êtes en dehors du lot, vous prenez vos propres dispositions, donc vous êtes en marge de ce que l'État a pris comme décision, donc vous êtes en tort. Maintenant, je vais tempérer mon discours. Tempérer mon discours, comment? Bonjour. Bonjour et coupez votre micro. Bonjour. Je voulais poser une question. Je voulais juste poser une question avant de finir là, par rapport au congé. Allez-y. Alors, est-ce que l'employeur peut forcer les salariés à prendre un congé sans solde? OK. Là, je pourrais répondre sec tout de suite. Non. Si le salarié est d'accord, il n'y a pas de souci. Mais forcer, c'est-à-dire c'est moi-même qui prends la décision, non. C'est très clair que c'est non. Parce qu'un congé sans solde, c'est quoi? C'est un accord entre les parties de suspendre la relation de travail. Exactement. Donc, s'il y a accord entre les parties, ben, tant pis pour les deux, hein, entre nous, et tant pis pour le salarié. Hein. Moi, je suis salarié devant cette situation. Voilà, c'est surtout ça. Je n'accepterai pas. Et c'est clair que si un salarié accepte un congé sans solde maintenant, il peut prouver aisément qu'il y a eu contrainte. Hein. Oui. Il peut le prouver aisément parce qu'il y a le congé exceptionnel rémunéré. Pourquoi je prendrais un congé sans solde? Ça serait un non-sens. On était sur la partie congé. L'objet du décret, il y a une règle quand même assez mathématique. Je vais vous partager avec vous un document tout à l'heure. Parce que le chiffre ou le taux de 50%, eh bien, il faudra l'apprécier. 50% de quoi, déjà? La loi, le décret en particulier, des 50% des effectifs. Mais qu'est-ce qu'on entend par effectif? Est-ce que c'est tous mes effectifs? Ça veut dire tous ceux qui sont inscrits sur mon registre? Ou est-ce que c'est une partie de mes effectifs? Est-ce que c'est tous mes effectifs au sens employeur ou est-ce que c'est tous mes effectifs au sens lieu de travail? Donc là, je vais vous donner ma lecture. Elle peut être fausse. Donc, je vais vous donner ma lecture. Donc, si on entend par effectif, déjà, c'est l'effectif actif. C'est-à-dire, si je dois calculer 50%, c'est sur les salariés qui sont actifs. Donc, si j'ai un salarié, j'ai par exemple une entreprise à 4 salariés. Et j'ai des salariés qui sont en arrêt maladie longue durée. J'ai un salarié qui est en congé sans solde sur une année. Eh bien, j'ai 2 salariés actifs. Donc, techniquement, je dois mettre un seul salarié en congé exceptionnel et non pas 2. Donc, je ne vais pas calculer 50% bêtement sur ma liste du personnel. Donc, je vais calculer tout de suite sur l'effectif qui est actif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire actif? C'est tous les salariés qui ne sont pas en congé. Parce que si j'avais des salariés qui étaient déjà en congé, donc qui ne sont pas soumis à ce congé exceptionnel, donc j'enlève tous les salariés qui sont en suspension de la relation de travail, avec tous les cas de suspension de la relation de travail. J'enlève les salariés qui sont en congé ou plutôt en absence spéciale rémunérée. Si j'ai un salarié qui est absent 3 jours pour naissance ou décès, par exemple, eh bien, il n'est pas là. Tout ça pour vous dire que la notion d'effectif actif doit être appréciée, mais franchement, tous les jours. Vous n'avez pas une situation à apprécier, par exemple, au 28, par exemple, février, ou 29 février, ou une situation au 1er mars ou une autre au 31. Vous l'appréciez tous les jours. Le chiffre de 50%, eh bien, il peut varier d'une journée à une autre. Parce que ce n'est pas un chiffre stable. Parce que c'est 50% de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est mes salariés actifs. Maintenant, quand je dis salariés actifs, et c'est ma lecture de la loi, c'est par lieu de travail. Ce n'est pas 50% de tous mes salariés. Je vais apprécier par lieu de travail. Donc, si j'ai un lieu de travail où il y a 2 personnes, j'ai un autre lieu de travail distinct où il y a 100 personnes, eh bien, le lieu de travail où il y a 2 personnes, je devrais mettre les salariés en congé exceptionnel. Au moins un seul salarié. Et sur le lieu où il y a 100 salariés, je dois mettre 50. Donc, il n'y a pas de règle claire. Et ça, c'est de l'interprétation, ce que je suis en train de vous dire. Donc, on doit voir par lieu de travail. Donc, l'exercice que doit faire le RH aujourd'hui, c'est de distinguer l'ensemble de ces lieux de travail et de dire clairement où sont mes salariés actifs et où sont mes salariés qui ne sont pas actifs. Donc, je prends un lieu de travail, je prends la règle suivante.
total des salariés actifs, moins les salariés qui ne sont pas actifs suivant la définition que je viens vous donner. J'obtiens un chiffre et sur ce chiffre, je divise de moitié. Maintenant, là, le décret me dit, c'est qu'on lui-même prend 14 jours de suite ou 15 jours de suite. Donc, je peux faire un roulement 7 jours par salarié. Pourquoi pas? Ou 5 jours, ou une journée, une journée. Même si ce conseil juridique, peut-être le médecin de travail va vous dire autre chose, il aura probablement raison. Parce que la mesure, elle est de faire la distanciation sociale, ça veut dire c'est de limiter que les gens se rencontrent. En faisant un tour de rôle, ça veut dire chacun va venir à tour de rôle, on n'aurait pas forcément satisfait à cette obligation. Donc, moi, médecin de travail, je vais lui dire autre chose, mais moi, maintenant, juriste, je vais vous dire que c'est possible. Donc, techniquement, je fais 7 jours, peu importe. Donc, si le salarié, je reviens à mon commentaire, est demandeur de ce congé annuel, oui, il peut le prendre sans aucun souci. Par contre, attention à la contrainte. Dans cette situation un petit peu compliquée, la contrainte de l'employeur, elle est réelle. Donc, l'employeur pourra forcer les gens à partir en congé. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le consensus. Quand je dis partir en congé exceptionnel ou partir en congé à la demande des salariés, vous devez, en tant qu'employeur ou en tant que salarié, documenter tout ça. C'est-à-dire, si le salarié demande un congé, ben, il va faire une demande écrite ou par email ou autre moyen de preuve. Si l'employeur décide d'une mise en congé exceptionnelle ou normale annuelle, il doit mettre en œuvre plutôt le titre de congé. Donc voilà sur la partie congé, elle est très technique. Je vais vous livrer tout à l'heure ou demain matin ou plus tard un petit document parce que là, vous devrez faire probablement les mathématiques. Les gens qui sont dans les RH vont faire un petit tableau où ils vont reprendre chaque lieu de travail, les salariés inscrits ou qui travaillent sur un lieu de travail en particulier et qui sont actifs et calculer les 50% quasiment tous les jours. Parce que le 50% peut bouger. Il bougera tous les jours. Si vous êtes à 4 salariés, donc vous devez mettre 50% de vos salariés, ça veut dire vous devez mettre au minimum 2 salariés. Mais si un salarié s'absente demain pour maladie, par exemple, donc vos salariés actifs, il y en a 3, techniquement, vous devez mettre minimum 2 salariés. Donc vous voyez la contrainte, elle peut changer tous les jours. Donc à vous de faire la comptabilité tous les jours de vos salariés actifs. Maintenant, conseil pratique, si vous calculez vos effectifs, n'oubliez pas d'informer vos délégués du personnel, d'informer le CP, si vous avez un CP, pourquoi pas, d'informer le syndicat, c'est une mesure de prudence, d'informer l'inspection de travail, pourquoi pas, et pour certaines entreprises qui gèrent des services publics, informer l'État ou le Wali, parce qu'il y a une commission de wilaya qui est installée, on devrait l'informer apparemment. Donc, si vous avez des questions sur la partie congé, je peux les prendre maintenant. Nassim, tu es toujours là? Ou non? Nassim Lounas? Sinon, je prends vos questions, celles qui sont écrites. Je prends la question de Drissi Hassan. Il y a confusion sur le reliquat, dans le sens où si on le prend l'année de référence, qui est du 1er juillet au 30 juin, le reliquat se comptabiliserait à tout ce qui est antérieur au 1er juillet 2019. Normalement, non. Donc, qu'est-ce qu'on entend par reliquat? C'est ma lecture des choses. Un reliquat de congé, c'est un congé qui normalement devrait être consommé et qui n'est pas consommé. Donc, qu'est-ce qui devrait être consommé maintenant? On est le 31 mars. Légalement, c'est tous les congés 2019. Moi, salarié, je peux le consommer sans aucune contrainte jusqu'au 30 juin 2020. Donc, le congé 2019, à ma lecture, n'est pas un reliquat. Alors là, le congé 2020, ça veut dire celui qui est comptabilisé jusqu'à mars ou jusqu'à la fin mars, jusqu'à aujourd'hui, donc les 22 jours et demi, ne sont nullement un reliquat. Maintenant, c'est ma lecture des choses. Donc, je ne peux pas forcer mon salarié, ou je peux forcer mon salarié plutôt, à consommer uniquement son reliquat. Ça veut dire tous ces congés antérieurs à 2019. S'il y a accord
consommé le 2019-2020. S'il n'y a pas accord, on tombe sur la mesure d'excès de risque. Je prends une deuxième question. Zahem Aksmani? Oui, Question que j'ai. Donc, c'est là les Alloris qui me dit mes employés sont en télétravail depuis le 17 mars. Cependant, j'ai des éléments en période d'essai. D'où l'impact de cette distanciation ne nous permet pas de les évaluer à leur juste valeur, car leurs activités nécessitent le présentiel et leurs interlocuteurs sont absents. Si on met fin à leur période d'essai maintenant, est-ce que c'est normal, légitime de l'employeur? Si je donne congé sans solde à cet élément, n'est-il pas considéré comme confirmé si le confinement dure? Merci de l'orienter. Alors, je vais commencer par la période d'essai. J'ai un salarié en période d'essai. Est-ce que je peux résilier la relation de travail durant la période d'essai? Eh bien, dans un contexte normal, oui, et vous n'avez pas à vous justifier. Même si le sens de la période d'essai, c'est d'apprécier les compétences professionnelles du salarié, mais je peux mettre fin à la relation de travail durant la période d'essai, et la loi est très claire, sans aucun motif. Donc, même si j'avais un motif plutôt disciplinaire ou même un autre motif qui s'y prête même pas, je peux mettre fin à une période d'essai d'un salarié. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. On est devant une période où, comme vous le dites, je ne peux pas apprécier cette personne. Et est-ce qu'en prenant une décision de résilier le contrat de travail, est-ce que cette décision ne serait pas contestée plus tard? Et par contestation, je veux dire, est-ce que le salarié ne va pas dire que c'était un licenciement abusé? Maintenant, là, j'ouvre plutôt un guillemet, un petit guillemet. Une période d'essai, c'est une période où on doit normalement évaluer le comportement professionnel du salarié. Donc, s'il est bon, entre parenthèses, eh ben, on lui confirme. Donc, la relation de travail perdure. S'il ne fait pas l'affaire, eh ben, j'arrête la relation de travail et ça s'appelle résiliation. C'est pas un licenciement. Mais pour arrêter cette relation de travail, je dois notifier au salarié. Maintenant, le problème qui se pose actuellement, c'est les moyens de notification, on n'en a pas beaucoup. Comment pourrais-je notifier à mon salarié sans que ce soit contestable cette fin de relation de travail pour période d'essai non concluante? J'ai un salarié en télétravail. Le mieux que je puisse faire, c'est de le ramener au travail. Si je peux avoir un conseil chouïa dur, c'est de le ramener sur le lieu de travail et de lui notifier directement par lettre, clairement, qu'il est en arrêt, qu'il y a une cessation de la relation de travail. Ça serait dur et inhumain, clairement, mais ça serait légal. Par contre, est-ce que c'est pas contestable? Là, non, ça serait toujours contestable. Parce que le salarié pourra toujours dire que je suis en télétravail, l'appréciation de l'employeur n'était pas très claire, il m'a ramené au siège uniquement pour me signifier la fin de relation de travail, parce qu'il ne peut pas me le signifier autrement. Les huissiers sont permis, la poste ne fonctionne pas, donc les moyens de notification, il n'y en a pas tellement apparemment. Même si les guichets de FedEx, DHL fonctionnent, mais en général, FedEx et DHL ne donnent pas des lettres ouvertes, dont des lettres permettent. Donc, pour moi, conseil pratique pour qu'on ne se perd pas, période d'essai, juridiquement parlant, je peux l'arrêter à n'importe quel moment, sans aucun souci. Et je n'ai pas à me justifier, moi, employeur. Devant cette situation exceptionnelle, il vaudra mieux se justifier. C'est le conseil que je vous donne. Donc, si c'est un motif réellement personnel, il faudra l'expliquer. Si c'est un motif professionnel, il y a une insuffisance professionnelle, il vaudra mieux l'expliquer. Il vaudra mieux l'expliquer, sachant que techniquement, l'employeur est protégé par une disposition claire de la loi du travail, si ma mémoire est bonne, l'article 18 ou 17, si je ne me trompe pas, où l'employeur n'est pas obligé de justifier ou de donner le motif de cette résiliation. Maintenant, j'ai perdu la deuxième partie de la question. J'ai d'autres questions. En fait, j'ai reçu au début quelques questions. Je vais te les poser. Il y a deux questions qui sont en live. Alors, la deuxième question, c'est de notre ami Walid Hadjadj qui me dit, y a-t-il une obligation des caisses sociales, CNAS, CASNOS, CNAC et autres de rembourser les salariés dans ce cas de figure? Y a-t-il une voie juridique pour cette solution? OK. Je vais commencer dans l'ordre. La CASNOS ne concerne pas les salariés. Donc, j'élimine la CASNOS tout de suite. La CASNOS concerne les employeurs et les personnes physiques. Donc, elle ne concerne même pas les personnes morales. Donc, elle concerne les associés, les commerçants, les professions libérales.
Maintenant, est-ce qu'il y a une obligation pour la CNAS de rembourser quelque chose? À l'heure actuelle, zéro obligation pour la CNAS. La CNAS rembourse les arrêts de travail pour maladie, maternité ou autre. Elle ne rembourse pas un arrêt de travail pour mesures exceptionnelles. Est-ce que ça serait une voie? Parce qu'on fait peut-être le parallèle avec ce qui se passe en France, où le gouvernement a décidé de certaines choses, où la CNAS, ou leur CNAS, l'équivalent de la CNAS française, prend également certaines choses. En Algérie, on ne l'a pas. Maintenant, la CNAC, c'est la Caisse nationale d'assurance chômage. Elle peut être mise en œuvre, mais uniquement dans un seul cas de figure actuellement. C'est dans le cas d'une compression d'effectifs, où les salariés sont licenciés pour motif économique, ils sont admis à l'assurance chômage. Donc là, c'est plutôt le chômage tout court. Donc les salariés sont licenciés, mais économiquement. Le motif est économique. Donc on devrait avoir tout un arsenal juridique. Il faudra avoir un accord, il faudra le préciser, mettre les noms des personnes, notifier ça à la CNAC. Donc c'est tout un mécanisme. Mais juste pour vous dire que la CNAC n'est pas préparée, le dernier dossier traité par la CNAC à Alger, et à Blida en particulier, parce que je connaissais la situation de Blida, date d'il y a 13 ans. Donc, à Blida, il y a 13 ans qu'ils n'ont pas traité de dossier de CNAC. À Alger, de mémoire, il y a un seul salarié de la CNAC qui connaît la procédure. Mais est-ce que les entreprises ne font pas appel à ce procédé par méconnaissance, ou c'est tellement de bureaucratie qu'ils ne s'adressent pas à cet organisme? Maintenant, je vais séparer les périodes. Il y avait la période de grâce, on va dire, de la CNAC, qui a évolué. La CNAC a été créée en 1994, c'est ma mémoire est bonne. Donc, de 1994 jusqu'à l'année 2000, elle a accompagné les entreprises, et notamment les entreprises publiques, qui ont fait des compressions d'effectifs monstres. À l'époque, il y avait quasiment 500 000 salariés qui étaient mis à la porte. Depuis l'année 2000 jusqu'à presque 2010, il y avait peu de dossiers. Depuis l'année 2010, à ma connaissance, il y a peut-être une dizaine de dossiers dans toute l'Algérie. Donc, c'est plus, non pas par méconnaissance, les employeurs connaissent, c'est pas peut-être ça le souci. C'est plutôt le mécanisme qui est très bureaucratique. Parce que pour mettre en œuvre cette compression d'effectifs, je devrais avoir un délégué de personnel, je devrais avoir un représentant du personnel et négocier avec lui quelque chose. Je devrais avoir une liste du personnel que je devrais admettre à l'assurance chômage. Je devrais payer 3 mois de salaire à ce personnel. Et pour faire admettre ce personnel à la CNAC, je dois être à jour au niveau de la CNAS et je dois payer ce qu'on appelle une contribution d'ouverture des droits. Et cette contribution d'ouverture des droits, c'est 80% d'un salaire par année d'ancienneté. Donc, si j'ai un salarié qui a 10 ans, je paierai grosso modo 8 salaires. Ce n'est pas exactement la règle parce qu'il y a un abattement. C'est presque 7 salaires. Donc, si vous avez un salarié qui a 10 ans, il va vous coûter, entre parenthèses, excusez-moi du terme, 10 salaires. Donc, en général, les employeurs et les salariés s'entendent par le versement d'une indemnité de départ volontaire qui compense le coût. Donc, les gens ont évité la CNAC volontairement. Est-ce que ça va être toujours le cas? Je ne le pense pas et ce n'est pas forcément lié au corona. C'est plus à la situation économique qui s'est dégradée. Donc, forcément, la CNAC sera sollicitée, mais dans le cadre d'une compression d'effectifs. Est-ce qu'elle sera sollicitée dans un autre cadre? Là, si la loi change, oui, c'est possible. Il y a une discussion apparemment en ce sens pour élargir le périmètre de la CNAC, parce que, juste pour information, la CNAC, c'est la caisse d'assurance sociale la plus riche. Elle a la meilleure trésorerie d'Algérie, parce qu'elle dépense rien. Elle n'a jamais été sollicitée, pratiquement. Elle dépense rien. Même si elle est sollicitée, c'est dans le cadre de l'accompagnement des chômeurs pour le cadre du microcrédit. Microcrédit, exactement. Et c'est un crédit, c'est de l'argent qui revient. Donc, ce n'est même pas des dépenses en capital, ça revient. Donc, la trésorerie est toujours intéressante. Donc, je l'espère pour la CNAC. Je l'espère pour la CNAC. Inch'Allah. Donc, une question de Samir Bachir. Donc, je pense que tu as répondu à la question, mais je vais la reposer quand même. Est-ce que l'entreprise a le droit de forcer à prendre des congés? Congés sans solde, clair, c'est non. Congés reliquats, ça veut dire avant 2018, clair, oui. La réponse est oui. Congé annuel 2019-2020, si le salarié est d'accord, eh bien oui. Si le salarié s'oppose, il a raison de s'opposer. Donc, je ne peux pas le faire. Très bien. Ça, c'est après le 24 mars. Mais si on a pris une décision avant le 24 mars, elle est opposable au salarié, sans aucun souci.
Question de Esma qui dit, étant une société de production de droit privé, est-ce qu'on a le droit de se soumettre à l'obligation de libérer les 50% du personnel? Eh bien, le décret est clair, c'est une décision étatique, on doit l'exécuter. Maintenant, je ne vais pas revenir sur le calcul des 50%. Je vais diffuser un document tout à l'heure sur LinkedIn. Les gens qui me connaissent sur LinkedIn peuvent le consulter tout à l'heure, ou plus tard demain matin. C'est un petit calcul mathématique. Qu'est-ce qu'on entend par 50%? Mais pour répondre à Asma, oui, vous êtes obligé de respecter cette disposition. Très bien. Avant de recourir au congé exceptionnel, est-ce qu'on peut inviter les salariés à consommer le reliquat? Oui. Inviter les reliquats, c'est même pas inviter, c'est les obliger à consommer parce que c'est une obligation légale. Si vous avez des salariés qui ont des reliquats 2018, vous êtes en infraction de la loi, il faut le savoir. Sauf si le salarié a clairement émis le vœu de ne pas partir en congé. Mais légalement, vous êtes obligé de faire libérer ces personnes. Donc, l'obligation légale prime sur l'obligation réglementaire qui est le congé exceptionnel. Donc, oui, consommer les reliquats, c'est une obligation. C'est même pas invité, c'est les obliger à les prendre. Une question de Idriss Hassan qui nous dit, qui est déjà d'accord avec toi, mais si on prend l'année de référence et donc à aujourd'hui, nous sommes à 22 jours de congé annuel qu'on ne peut pas toucher. Le surplus est donc antérieur, serait de facto du reliquat. Non, là, il faudra s'entendre uniquement de la terminologie. Là, on a une terminologie, il faut se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'un reliquat? Il faut se mettre d'accord sur les termes. Un reliquat de congé, sauf si ma terminologie est mauvaise ou ma compréhension est mauvaise, un reliquat, c'est un congé antérieur à 2019. C'est-à-dire c'est un congé que je devrais consommer, moi, employeur, et que moi, employeur, je devrais vous mettre en congé. C'est-à-dire s'il y a une obligation pour les deux parties. Mais comme le congé, c'est une décision de l'employeur, le salarié ne quitte pas spontanément son poste de travail pour congé, il faudra une décision de l'employeur. Donc, le reliquat, c'est quelque chose, par exemple, si j'ai 60 jours de congé aujourd'hui, ça veut dire que j'ai du congé 2018. Et j'ai du congé 2019 et j'ai du congé 2020. Le congé 2020, on va le dire, c'est une avance. Le congé 2019, je vais le nommer congé annuel. Le congé 2018 et précédent, je le nomme reliquat. Donc, si on s'entend sur les termes, reliquat, vous êtes obligé de le consommer. 2019, 2020, vous ne l'êtes pas. Question de Faze qui nous dit, est-ce que c'est normal que je perdrai mon congé annuel 2019 à cause du congé exceptionnel? Certains employeurs l'ont fait. Là, tout de suite, je reviens sur la date de mise en congé. Si l'employeur vous a mis en congé avant le 24, c'est son bon droit. L'employeur, c'est son bon droit de vous mettre en congé avant le 24. Maintenant, est-ce qu'il peut vous forcer? On a déjà répondu non à cette question. Est-ce que je perds mon congé? Le congé ne se perd pas. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se perd, le congé. Donc, il n'y a aucune notion de perte de congé parce que c'est l'employeur qui vous met en congé. Donc, on ne peut pas le perdre en lui-même. Maintenant, pour reprendre la question, pour être plus clair, parce que je ne la vois pas sur le fil des questions, pour que ça soit plus clair pour moi, qu'est-ce qu'on entend par perte de congé ou autre? Je demande une reformulation. S'il peut la poser directement la question online, ça serait mieux. Donc, c'est Faze Amin. Donc, vous pouvez la reposer sur le fil, le temps de passer à d'autres questions. Donc, Nessar Delmouchi nous pose une question. Une grande partie fait du télétravail. Est-ce que je dois sortir la moitié de mes salariés alors qu'ils peuvent être productifs à partir de leur domicile? Okay. Là, j'ai répondu tout à l'heure, peut-être je me suis mal exprimé. Là, on parle des salariés actifs sur les lieux de travail. D'accord. Donc, si j'ai par exemple 4 salariés, je vais toujours prendre l'exemple de 4 salariés, il est intéressant. Et j'ai mis 2 salariés en télétravail. Donc, il me reste 2 salariés. Donc, techniquement, sur le lieu de travail, j'ai 2 salariés. Donc, je dois mettre 50% de ces 2 salariés. Donc, je peux mettre uniquement une personne. Donc, si j'ai tous mes salariés en télétravail, j'ai satisfait à l'objet du décret. Le décret, son objet, c'est la distanciation sociale. C'est-à-dire, les gens ne se rencontrent pas. C'est-à-dire, si j'ai mon personnel sur du télétravail et l'ensemble de mon personnel en télétravail, eh bien, ce personnel bosse. Parce que ce congé exceptionnel n'est pas un avantage, ce n'est pas une prime.
qu'on s'entende bien. C'est quelque chose pour réaliser la finalité. La finalité, c'est éviter la contagion. Donc, si je suis chez moi, je ne peux pas être en congé. Je suis en télétravail. Le terme télétravail n'existe pas en Algérie, mais on vient de l'inventer à travers les décrets. On parle plutôt de travail à distance. Justement, Abdelhak, j'ai une question qui revient souvent. Cette notion de télétravail est récente, la loi ne le prévoit pas. À la belle, sur tout ce qui est travail à domicile, il y a une partie de responsabilité de l'employeur vis-à-vis de son employé. Est-ce que dans ce cas-là, parce que j'ai eu aussi des infos sur des entreprises, des multinationales, qui ont pris des mesures un peu exceptionnelles en faisant des visites sur place, c'est-à-dire ils visitent leurs employés à domicile pour voir si les conditions de sécurité, etc., sont réunies pour que l'employé puisse travailler de chez lui. Quelle est la responsabilité justement de l'employeur dans ce cas de figure? OK, donc là, je commence par plutôt une notion juridique. On a confondu télétravail, travail à distance et travail à domicile. On a bien un statut en Algérie de travailleur à domicile. Le travailleur à domicile, je vais vous donner juste un exemple très simple, peut-être que ça commence très bien. J'ai un homme qui prépare des mini-pizzas chez lui et qui les vend. Donc, mon employeur, je suis un traiteur, j'ai un salarié qui est chez lui et qui me prépare les mini-pizzas. Donc, on est presque dans une relation de contrat d'entreprise, dans le sens où le travail à domicile, le salarié peut lui-même produire les choses, peut avoir les intrants, peut avoir tous les outils nécessaires. Et la loi prévoit même que les membres de sa famille peuvent l'aider. Et le statut de travailleur à domicile, c'est un contrat de travail spécifique. C'est des droits de congé spécifiques. Donc, c'est tout un décret qui est peut-être très mal utilisé en Algérie. Peut-être on vient de le redécouvrir apparemment. Mais c'est quelque chose qui existe depuis presque 30 ans, hein, donc ce n'est pas une nouveauté. Le télétravail, c'est juste, ou le travail à distance, c'est juste le lieu de travail habituel change. Au lieu que ça soit chez moi employeur, le chez moi employeur, ça peut être sa propriété ou un endroit loué, ça devient votre chez-soi, ça veut dire c'est chez vous, ou tout autre lieu de travail qui n'est pas le lieu de travail qui appartient à l'employeur. C'est-à-dire vous pouvez être en télétravail depuis l'extérieur, hein, sans aucun souci. L'essentiel, c'est que je suis connecté à mon employeur et pas forcément la connexion, on ne va pas l'entendre connexion IT. Ça veut dire que je peux travailler à distance sans avoir les outils de communication. Mais pas, on va dire, raccourci, on a assimilé le télétravail à l'existence d'outils informatiques ou du téléphone. Mais c'est un petit peu réducteur. Le télétravail peut être exécuté de plein de manières. Maintenant, elle est où ma responsabilité? Si je mets mes salariés en télétravail, le conseil que je vous donne en premier, c'est de acter ce télétravail. Ce télétravail, c'est une modification de la relation de travail, qu'on s'entend très bien. Le lieu de travail change. Donc, je dois l'acter. L'acter comment? Le mieux, c'est de le faire par un avenant sur contrat de travail. Il faut faire un avenant. Si ce n'est pas un avenant, si vous voyez que c'est très compliqué de le faire, au moins de prendre une notification qui est acceptée par le salarié. Dire au salarié, vous êtes en télétravail, et répondez-moi, j'accepte le télétravail. Parce que le salarié pourrait refuser ce télétravail. Hein. Comme c'est une invention. Est-ce que l'employeur pourra obliger le salarié à être en télétravail? Eh bien, la réponse juridique simple, c'est non. Je ne peux pas obliger mon salarié. Si j'ai un salarié qui refuse, qui me dit je viens au boulot, eh bien oui. Sauf si votre lieu de travail est confiné ou fermé, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de ces situations. Maintenant, elle est où la responsabilité de l'employeur? Il y a une question peut-être qui va se poser, ou qu'on m'a déjà posée à moi et mes collègues, c'est toute la partie accident de travail. Est-ce qu'il y a une notion d'accident de travail chez moi? Eh bien, la réponse du juriste, elle est très sec. Ce n'est pas à l'employeur d'apprécier, oui ou non, est-ce qu'il y a un accident de travail. Vous, quelle que soit la déclaration de votre salarié, vous la prenez telle quelle et vous la déposez à la CNAS. Ce n'est pas à vous, employeur, de prendre l'initiative de dire ça, c'est un accident de travail, ça, ce n'est pas un accident de travail. J'ai l'exemple d'une question qui m'a été posée hier à un collègue qui me l'a partagé. C'était le salarié qui a dit, moi, je prépare le déjeuner pour mes enfants. Si je me brûle en préparant un déjeuner ou un dîner,
est-ce que c'est je suis obligé d'être en télétravail. Est-ce que c'est un accident de travail ou pas? La réponse du juriste, elle est très bête. Faites votre déclaration et c'est à la CNAS de dire est-ce que c'est un accident de travail ou pas. Parce que la loi. Oui, 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 Nassim. Je donne un contre-exemple. J'ai fourni à mon salarié un PC qui est défaillant et lui explose à la gueule. Est-ce que il est à domicile, est-ce que c'est un accident de travail ou pas? Donc ça, c'est aussi à la CNAS de... Bien sûr, dans tous les cas, c'est pas au salarié et c'est pas à l'employeur d'apprécier est-ce que c'est un accident de travail ou pas. Très bien. Donc je passe c'est à la CNAS d'apprécier. C'est à la CNAS d'apprécier. Maintenant, est-ce que l'employeur doit vérifier est-ce qu'il y a les conditions nécessaires à l'exercice? Là, c'est une obligation générale. L'employeur devra veiller à ce que le poste de travail ne présente aucun souci en matière de santé et de sécurité. Donc oui, il y a lieu de vérifier si le lieu de travail est bon ou pas. Oui. Très bien. Une question de Ben Nassar qui nous dit: bonsoir tout le monde. Si le salarié est vulnérable en matière de santé et ne dispose pas de reliquat, et qui tranche sur cette vulnérabilité, sachant qu'on a reçu une demande via email avec certificat de travail médical, pardon. La vulnérabilité de santé a été édictée dans le décret. Donc, le décret a dit clairement que parmi les 50%, il y a une priorité. La priorité, c'est tout ce qui est, il y a 3 catégories plutôt. C'est les femmes enceintes, les malades chroniques et les personnes qui sont en vulnérabilité. Maintenant, le texte n'a pas clarifié qu'est-ce que ça veut dire cette vulnérabilité sanitaire. Ça veut dire que tout salarié pourra vous dire que je suis dans une situation vulnérable. Je n'ai peut-être pas une maladie chronique, mais j'ai une... Vu qu'il y a ici un cas de force majeure, combien de fois pouvons-nous reconduire cette période d'essai si jamais le confinement persiste, pour ne pas être sévère envers l'employé? Eh bien, là, je vais commencer par corriger notre ami. La loi n'a pas dit renouvellement, non renouvellement. La loi a dit une période. Elle a dit clairement, la période d'essai, elle peut être de 6 mois. Et pour les postes à haute qualification, on peut aller jusqu'à 12 mois. Mais vous pouvez avoir 3 renouvellements, 4 renouvellements, 5 renouvellements dans la même période. Je donne l'exemple. Je peux fixer une période d'essai d'1 mois et la renouveler 5 fois. Parce que je suis dans la limite légale de 6 mois. Si j'ai par exemple un poste à haute qualification, qui n'est pas forcément un poste de cadre, donc de 12 mois par exemple, je peux renouveler une période d'essai d'1 mois 11 fois de suite. Par contre, il faut que je vois ce que j'ai écrit sur mon contrat de travail. Parce que assez souvent, et on le voit dans notre métier d'audit, la période d'essai est écrite d'une manière maladroite. Au lieu d'écrire en termes de durée, on écrit de date à date. On écrit 3 mois à compter d'eux, 1 mois à compter d'eux. Donc là, ça ne devient pas une durée effective. Ça devient une période. Donc, il faudra peut-être vérifier le contrat de travail en premier, comment vous avez écrit la période d'essai. Maintenant, la renouveler. Il faut voir votre contrat de travail parce que si vous avez écrit 3 mois secs, vous ne pouvez plus la renouveler, sauf s'il y a accord du salarié. Mais si vous avez écrit 6 mois de période d'essai et vous avez écrit, par exemple, plutôt, excusez-moi, 1 mois de période d'essai renouvelable, là, vous pouvez la renouveler jusqu'à 6 mois sans aucun souci. Le seul souci technique qui pourra se faire, c'est la notification. Comment notifier à ce salarié qu'on lui a renouvelé la période d'essai? Et c'est là les moyens de preuve vont nous manquer, parce qu'en général, on notifie par un document écrit, signé, contresigné. Est-ce qu'un email va suffire? Le juriste va dire oui, mais on doit prouver l'email. Hein. Attention. Exactement. J'ai 2 questions de Manal Khatib qui me dit: je reviens sur la question de M. Zelloukhi pour le cas d'un salarié en période d'essai. Ok, donc c'est bon. Nous avons un effectif de moins de 20 personnes. Nous n'avons pas de syndicat ni de représentants. Okay. Peut-on mettre nos employés en congé d'office, sachant que nous n'avons pas commencé notre activité? C'est-à-dire, voilà, ils sont en préparation de leur projet, ils ont déjà quelques employés. Donc, il y a 20 salariés. Moins. Oui, Nassim? Moins de 20 salariés. Moins de 20 salariés. Oui. Le décret en lui-même ne fait pas de distinction entre les employeurs de moins d'un salarié ou de 10 000 salariés, c'est la même chose. Le décret a édicté des règles de distanciation sociale. Ça veut dire le seul cas où ce décret probablement ne s'appliquerait pas sur vous, c'est uniquement si vous avez un seul salarié. Parce que là, vous serez seul. Donc, il n'y a pas de 50%. Donc, soit je le libère totalement ou pas. Mais ça, c'est une exception.
Donc, je reviens à la question. J'ai 20 salariés ou moins de 20 salariés. L'activité n'a pas commencé. Il faudra que j'apprécie tout de suite les contrats de travail. Est-ce que j'ai une période d'essai ou pas? Si j'ai la période d'essai, ben, peut-être il faudrait commencer par abréger ces périodes d'essai. C'est clair que c'est inhumain d'édicter ce genre de conseils, mais il faudra prendre peut-être les dispositions qui s'imposent. Maintenant, est-ce que je peux avoir des représentants en moins de 20 salariés? La loi est très claire. Oui, je peux toujours élire un représentant sans aucun souci. Parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, la loi ne nous oblige pas à avoir de représentants en moins de 20 salariés, mais on peut toujours l'avoir. Est-ce que je peux forcer mes salariés à partir en congé? Ça, je pense qu'on a répondu à cette question 2-3 fois. Donc, je ne vais pas me répéter, mais je vais diffuser un document, donc ne prenez pas à me répéter. Donc, à l'employeur de dire j'ai 20 salariés, est-ce qu'ils sont sur le même lieu de travail? Il faudra qu'il apprécie. Si c'est sur le même lieu de travail, ben, techniquement, il doit libérer au minimum 10 salariés, sauf s'il s'organise à mettre en place du télétravail ou autre. Il peut limiter son nombre au minimum. Okay. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a répondu à toutes les questions qu'il y a sur Zoom. Si j'en ai oublié une, veuillez me la remettre en privé ou là en public. Moi, j'ai une question, Abdelhak. Nous, on est tous dans le cas de petites entreprises de moins de 100 salariés. On traverse une crise, comme le Premier ministre, multidimensionnelle. Donc, c'est pas le corona qui a... Le corona, la crise du corona n'a fait qu'aggraver la situation des entreprises. On a des commandes qui sont en chute, la baisse d'activité, des difficultés de recouvrement, beaucoup d'échéances, surtout pendant le deuxième trimestre avec la CNAS, Casnos, G50, Avance, IBS qui va arriver aussi bientôt. En même temps, on a d'un autre côté des employés qu'on a formés, qu'on veut fidéliser, etc. En temps de crise, quel est le conseil que tu dois donner? Parce qu'aujourd'hui, on a tous payé le mois de mars, on a tous payé les salaires au mois de mars, tout le monde est en télétravail. Le mois d'avril va être un peu compliqué, donc c'est aussi une question de trésorerie. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme mécanisme qui serait plus ou moins légal, mais en même temps pour préserver l'emploi et pas très préjudiciable vis-à-vis de l'employé? Là, ça serait plutôt pas des conseils juridiques, mais plutôt des conseils pratiques. Moi, je sépare deux situations. Est-ce que mon entreprise a des soucis de trésorerie ou est-ce qu'elle a un souci d'activité? Je sépare les deux tout de suite. Je peux avoir un chiffre d'affaires qui fonctionne toujours bien et j'ai des soucis de trésorerie. Ça veut dire techniquement, est-ce que je peux prendre certaines décisions avec mes salariés ou en concertation avec leurs représentants à l'effet de diminuer les salaires? Ça, on peut prendre ce genre de décision ensemble. Ce n'est pas une décision unilatérale de l'employeur. C'est des décisions qui peuvent se prendre de tête à tête ou c'est des décisions qui peuvent se prendre de manière collective. Est-ce qu'on doit signer un PV ou formaliser un peu l'accord? Si je le fais d'une manière individuelle, je dois le mettre sur un avenant sur contrat de travail. Parce que là, c'est une modification substantielle du contrat de travail. Ce n'est pas rien. Sur une durée bien définie, pas sur... sur une durée, mais prévoir toujours les mécanismes de prolongation. Donc, si je dis 3 mois, 6 mois, il faudra toujours peut-être prévoir une durée de prolongation. Ça, si j'ai des problèmes de trésorerie, je peux toujours, dans le même item, revoir la structure des salaires. C'est ce qu'on appelle l'optimisation de la masse salariale. Oui. Ça veut dire, si j'ai peut-être un gros salaire de base de 100 000 dinars pour obtenir 70 000 dinars, derrière, est-ce que je peux optimiser ma masse salariale à l'effet de diminuer mon salaire cotisable ou diminuer les impôts? Ça, c'est un montage, on peut le faire. Mais je gagne de l'argent aujourd'hui, mais si j'ai un redressement dans 2-3 ans, eh bien, je peux avoir une réponse sec aussi à ta destination. Là, il y a 2 mois. Donc, derrière, on est dans une navigation à vue. Dans les meilleurs pronostics, ça va durer 3 mois. Dans les pires pronostics, ça va durer 18 mois. Le pronostic, on va dire, est plutôt très probable que la crise va durer minimum 6 mois. Corona plus crise économique mélangée. Maintenant, ça, c'est une réponse pour les entreprises qui ont juste des soucis de trésorerie. Alors, ça fonctionne encore. Ils ont des soucis parce que le cash va très mal fonctionner ces jours-ci pour plein de raisons techniques. Les gens vont retenir leur argent le plus que possible. Les gens vont devenir des mauvais payeurs, non pas parce qu'ils le voudront bien, mais parce qu'ils seront obligés de le faire.
Donc, il y aura des soucis de trésorerie. Maintenant, il y a une deuxième catégorie plutôt d'employeurs qui auront des soucis d'activité. Ils vont voir leur chiffre d'affaires baisser d'une manière drastique, ou pire, ils vont voir leur activité chuter d'une journée à une autre. L'exemple type, c'est les magasins qui ferment. Oui. Les activités touristiques, c'est les hôtels, c'est tout ce qui est transport public. Tout ça, c'est du jour au lendemain, on n'a plus de cash, on n'a plus d'activité. Ça veut dire on est devant deux situations. On n'a ni trésorerie, ni activité. Si je suis devant une situation où je n'ai pas d'activité, on peut avoir une solution peut-être temporaire et se dire la crise va durer 3 mois ou 6 mois. Je n'ai pas d'activité. Il faut que je prenne une décision de mettre les gens en chômage technique. Le chômage technique, c'est une notion peut-être qui n'existe pas en droit algérien, qui n'est pas définie, mais c'est juste l'application d'un principe de suspension de la relation de travail. Je peux m'entendre avec mon salarié pour suspendre une relation de travail. En France, on en nomme plutôt chômage partiel. On n'a pas cette notion en Algérie de chômage partiel, mais il peut être partiel aussi, sans aucun souci. Donc, si j'ai un souci d'activité, mon conseil, moi, technique, c'est de chercher à négocier avec ses salariés, collectivement ou individuellement, le chômage technique. Le chômage technique, c'est juste une solution temporaire. Ce n'est pas une solution définitive, on s'entend très bien. Si on négocie quelque chose de la sorte, mon conseil pratique, c'est quelque chose qui, au maximum, durera 6 mois. Ça ne sert à rien, si vous n'avez aucune visibilité d'ici septembre, de négocier quelque chose comme un chômage technique. Ça ne sert franchement à rien du tout. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce que si vous n'avez pas de reprise d'activité, vous n'aurez pas de quoi vous... Si vous n'avez pas de reprise d'activité, derrière, vous serez peut-être amené à prendre des décisions encore plus lourdes, c'est de licencier des gens. Et là, on rentre dans une troisième catégorie. Est-ce que je peux faire des licenciements économiques? La situation s'y apprête très bien, malheureusement. Mais faire du licenciement économique, c'est avant tout préparer un document qui s'appelle le volet social ou plan social. C'est un document où je décris plutôt la situation, où j'énonce les mesures que je peux mettre en place pour éviter les licenciements, et j'adresse ce document à mes représentants du personnel et à mon délégué du personnel. Maintenant, plein d'entreprises n'ont pas la délégation du personnel ou n'ont pas de représentant du personnel. La représentation du personnel n'est pas obligatoire au sens syndical, mais si vous devez négocier une compression d'effectifs, vous devez avoir votre représentant, quelle que soit la taille de votre entreprise. Maintenant, est-ce que vous pouvez négocier individuellement le chômage technique? Oui, c'est possible. Mais si vous êtes une grosse entreprise, par grosse entreprise, j'entends une entreprise qui a un effectif de 50 salariés. Négocier avec 50 personnes en parallèle, bonjour les dégâts, parce que là, vous devez maintenir le même langage pour 50 personnes. Et c'est franchement très compliqué, même pour un professionnel comme moi, où j'ai l'habitude de le faire. Si on n'écrit pas son plan de communication à l'avance, on se perd très rapidement. Donc, si on a des soucis d'activité, mon conseil pratique, c'est de passer par un chômage technique, suspension de la relation de travail. Est-ce qu'elle est rémunérée? La loi ne le prévoit pas, mais la pratique a consacré quand même une forme de rémunération. Donc, on doit donner ce qu'on appelle communément une allocation chômage. Cette allocation chômage, son intérêt, c'est qu'elle n'est pas cotisable. Et c'est là peut-être le plus intéressant pour les charges sociales. L'indemnité ou l'allocation pour chômage n'est pas cotisable et elle est imposable. Ça veut dire que je peux maîtriser d'une pierre deux coups ma trésorerie et mon activité. Est-ce que les salariés peuvent accepter ou refuser? Eh bien, libre à eux. Parce qu'ils peuvent refuser, ils peuvent accepter. Si je négocie quelque chose collectivement, eh bien, il s'applique. Si je négocie quelque chose individuellement, il s'applique aussi. Mais si on négocie individuellement, c'est très compliqué de le mettre. Si vous êtes d'une taille à plus de 20 salariés, vous commencez à avoir des soucis. Très bien. J'ai une question que j'aime bien et je reviens aux questions par ordre de leur apparition. Donc, le télétravail suspend-il le panier et le prime de transport? Question très intéressante. Là, je vais répondre chez vous ou dîner chez vous. Donc, je vous indemnise pour déjeuner ou dîner en dehors de votre maison. Si vous avez ça et vous êtes en télétravail, techniquement, les indemnités de panier et de transport, elles sautent. Techniquement. L'indemnité de transport saute parce que je ne viens pas au travail. L'indemnité de panier
On peut en discuter suivant sa définition. Donc, si je les ai bien définis que c'est une indemnité qui compense la suggestion d'éloignement au moment du prise de déjeuner ou du dîner ou d'éloignement de la maison, eh ben, le salarié ne la prendrait pas. Mais si j'ai rien défini, eh ben, il prendrait son indemnité de panier. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, le second cas qui intéresse beaucoup d'entreprises, notamment les privées, c'est qu'on négocie net. Donc, je recrute mon salarié, il va me dire, je veux 70 000 dinars net ou 100 000 dinars net. Et moi, employeur, je discute avec mon agent paye ou mon RH, il va mijoter une paye pour produire 70 000 net. Mais sur cette paye, il y aura une indemnité de transport, une indemnité de panier qui sont forfaitaires et qui ne veulent rien dire en réalité. Et pire que ça, elles ne sont même pas alignées. Ça veut dire, vous prenez deux salariés qui habitent le même endroit, qui ont un salaire différent, ils auront une indemnité de transport différente, une indemnité de panier différente. Donc, cette question-là revient aussi pendant les congés, puisqu'on a négocié. Oui, forcément. Elle revient forcément. Donc ma réponse, ça serait la même pour le congé. C'est la même chose. Exactement. Donc, derrière, si j'ai négocié net, j'ai écrit mon contrat de travail en net à payer. Je ne peux pas dire à mon salarié qui est en télétravail, monsieur, je vais vous enlever votre indemnité de transport. Parce que votre indemnité de transport, dans ce cas précis, elle n'a pas de définition. Elle est juste là pour produire un net à payer. Donc, ça fait partie du salaire net. Donc, je ne peux pas l'enlever. Très bien. Donc, d'où l'intérêt de définir les indemnités. Si vous avez une définition claire, eh ben, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, eh ben, tant pis. Parfait. Excellent. Très clair. Nassardine Mouchi nous pose une deuxième question. Si la crise dure plusieurs mois et on n'arrive pas à payer les salaires, comment on va faire? Eh ben, je vais le rassurer tout de suite ou augmenter son pessimisme. Elle va durer plusieurs mois, cette crise. La crise sanitaire, c'est un minimum de 3 mois. Et la crise économique, on est parti pour 2022 dans les meilleurs scénarios. Donc, c'est parti pour durer. Puisque c'est parti pour durer, mon conseil pratique, c'est de prendre les mesures tout de suite. On est 31 mars. Prenez vos mesures maintenant. N'attendez pas avril, n'attendez pas mai. Prenez les mesures maintenant. Quelles mesures? Là, on en a parlé tout à l'heure. Si j'ai un problème de trésorerie, eh ben, il faudra peut-être penser à réduire les salaires maintenant, quitte à les augmenter après. Hein. Quand je dis réduction de salaire, je ne dis pas aux salariés, je ne vais pas vous payer. Je vais dire, votre paye de 100 000 dinars, je vais vous payer 50 000 dinars maintenant, et vous avez une dette envers moi de 50 000 dinars, que je vais vous payer dans 8 mois ou 10 mois, quand les choses vont se rétablir. Et ça, c'est un discours plutôt humain, et je pense que les salariés vont comprendre ce discours, voyant la situation, et vous aurez des alliés derrière. Et voilà, vous allez comprendre que vous avez une belle équipe et une bonne équipe. Mais derrière, si vous imposez des choses unilatéralement, vous serez en infraction de la loi. Maintenant, je vois que mon activité ne va pas démarrer ou je vois que la situation va durer longtemps. Je n'aurai pas de quoi payer. Je dois prendre les mesures tout de suite. Les mesures, c'est soit c'est des mesures d'activité, je mets les personnels en chômage technique, quitte à payer 1000 dinars. La loi ne vous oblige pas à payer un minimum ou un maximum. La loi vous dit, discutez votre chômage technique. C'est un cas de suspension de la relation de travail. Libre à vous de discuter le montant que vous voulez. Ça vous appartient. Donc, vous n'êtes pas obligé de payer quelqu'un 50% de son salaire ou 80% de son salaire. Ça n'a jamais été le cas. C'est les pratiques des entreprises publiques, certes, mais pour une entreprise privée qui vide sa trésorerie, si vous n'avez pas de quoi payer un salaire complet, eh ben, il vaudra mieux payer 50% d'un salaire et maintenir le revenu sur 2 mois. Ça, c'est peut-être le bon sens. Mais dans tous les cas, ça se négocie, soit collectivement, soit individuellement. Mais le conseil pratique que je donne, prenez des mesures tout de suite parce que ça va durer. Et je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure, ça va durer. On n'est pas parti pour quelques jours, on est parti pour plusieurs mois. Merci à Zahem pour l'optimisme. Pour mon pessimisme. De Glaté Soumia qui pose une question donc un salarié à elle lui a présenté un certificat de chez un généraliste et qui dit qu'il est chronique. Est-ce qu'on prend en charge? Est-ce que c'est légal ou est-ce que elle dit qu'à sa connaissance, c'est le spécialiste qui peut constater ce type de maladie?
Là, c'est un débat de médecin, donc je vais répondre, mais franchement, c'est un débat de médecin, donc ma réponse serait plutôt très évasive. Si vous contestez quelque chose qui est médical de votre salarié, vous devez faire une contre-expertise. Donc, si vous contestez que votre salarié est en état plutôt de maladie chronique ou pas, c'est un autre médecin qui va le dire qu'il est en maladie chronique ou pas. Ce n'est pas l'employeur de s'exprimer. Donc, si vous contestez, envoyez votre salarié auprès de votre médecin de travail et laissez votre médecin de travail s'exprimer. Maintenant, si vous n'avez pas de médecin de travail, c'est que vous êtes déjà en infraction de la loi, parce que la médecine de travail est obligatoire. Si vous ne l'avez pas, c'est le moment peut-être de l'avoir pour éviter tout ce débat. Donc, c'est au médecin de s'exprimer. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce que c'est du ressort du médecin spécialiste ou pas. De ce que je connais, la majorité des maladies chroniques sont du ressort du médecin généraliste. Le médecin généraliste est normalement habilité à vous dire est-ce que vous êtes, par exemple, diabétique ou pas. Ça, je le connais personnellement, pour un membre de ma famille. Donc, le médecin généraliste peut s'exprimer sur ça. Et plusieurs médecins généralistes ont une spécialité en diabétologie, par exemple. Donc, ce n'est pas des diabétologues, mais c'est des médecins généralistes avec une petite habilitation. Donc, techniquement, c'est faisable, mais mon conseil pratique, vous contestez un certificat médical, il faudra envoyer chez votre médecin de travail ou un autre médecin, si vous n'avez pas de médecin de travail. Parfait. Notre ami Mejda, que je salue, nous pose une question sur, alors, si la décision de réduction des salaires se fait d'une manière collective, est-ce que l'avenant au contrat individuel est nécessaire ou est-ce qu'il y a un autre mécanisme, type PV? Avez-vous un exemple des articles à ajouter ou modifier sur le contrat dans le cas où l'avenant est la seule solution? Donc, si c'est fait d'une manière collective, ça veut dire là, c'est fait avec un accord collectif. Si je mets mon accord collectif, cet accord collectif doit s'inscrire dans une démarche de compression d'effectifs. Le terme compression d'effectifs, il faudra le comprendre, ça ne veut pas dire licenciement. Le licenciement, c'est une mesure de compression d'effectifs. C'est une des mesures possibles. Donc, c'est un accord que je pourrais prendre. Et la loi est très claire. Dans ce sens, si vous lisez l'article 69 et 70 de la loi 90-11, eh ben, les employeurs et les salariés collectivement peuvent négocier la réduction des salaires. Libre à eux de négocier la réduction. Ils peuvent négocier peut-être la suppression des indemnités, des primes. Libre à vous de négocier ce que vous voulez. Donc, si vous le faites collectivement, c'est très bien, et tant mieux. Si vous le faites individuellement, par contre, c'est clair, un avenant au contrat de travail est nécessaire. Maintenant, qu'est-ce que je dois changer dans mon avenant sur contrat de travail? Puisque je touche la partie uniquement salariale, dans le préambule, je dois clairement mentionner que le salarié est d'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas pris par surprise. Donc, ça, c'est peut-être le premier article à mentionner, qu'on est d'accord. On explique comme préambule que la situation est chaotique ou très compliquée et que pour préserver les postes, on doit y passer par cette mesure. Deuxième article, eh ben, c'est l'article lié à la rémunération. On écrit clairement qu'est-ce qui baisse, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qu'on enlève. Et l'article 3, est-ce qu'il y a une référence au temps de travail ou pas? Parce que quelquefois, on réduit le salaire, mais c'est juste une réaction à une réduction du temps de travail. Parce que la réduction de travail, c'est une mesure de compression d'effectifs. Je peux mettre mes salariés à 50%, mais d'une manière négociée, ce n'est pas unilatéral. Donc, si ça serait un article de contrat de travail, moi, je vois 3. Un article premier qui décrit pourquoi on est arrivé là. Un article lié à la rémunération, qu'est-ce qu'on a réduit. Et un article clairement, on écrit la durée de cette mesure. Est-ce que c'est une mesure pérenne? Est-ce qu'elle va s'étaler sur le temps? Est-ce qu'elle a une durée minimum? Est-ce qu'elle a un maximum? Ça, il faudra l'écrire. Voilà. Oui, Nassim. Nassim est parti. Alors, je prends... Ah non, je suis là. Ah, je suis là. Pardon, okay. Mais mon micro était désactivé, pardon. Donc, ma question, c'est celle de Ness Hajari, qui dit quelle est la différence entre le plan social et le licenciement? Le plan social, c'est un document. Et en Algérie, le mot plan social n'existait pas dans la loi. Dans l'Algérie, on a ce qu'on appelle le volet social. Le plan social, c'est plutôt une terminologie très française, qui, par réduction, voudrait dire licenciement économique. Mais le plan social en lui-même, c'est un ensemble de mesures tendant à préserver le maximum d'emplois. Donc,
pour préserver le maximum d'emplois, par exemple, au lieu de licencier une personne, je vais dire à 2 personnes, eh ben, vous serez payé à 50%. Donc, exemple, je peux maintenir un poste d'emploi en faisant une réduction de salaire à 50% pour 2 salariés. Donc, je ne suis pas obligé de faire un licenciement. Donc, un licenciement, ça fait partie du plan social, mais ce n'est pas le plan social. Le plan social, c'est juste un ensemble de mesures qui sont discutées. Dans l'adaptation du régime indemnitaire, quelquefois, c'est on arrête les CDD, quelquefois, c'est on met les personnels CDI en CDD. C'est une possibilité, attention. Les gens ne la connaissent pas. On peut transformer le CDI en CDD. C'est possible. Comment ça? Eh bien, comment ça? C'est très simple. Il y a un document qui s'appelle contrat de travail. Eh bien, le contrat de travail, on peut le modifier. Puisque je peux vous augmenter votre salaire ou le baisser, je peux changer la nature. En général, le salarié va discuter une indemnité, mais l'indemnité, elle serait minorée parce qu'il y a une continuation de la relation de travail. Donc, je peux dire l'exemple type. J'ai un salarié en CDI avec 100 000 dinars. Je vais donner un exemple très bête. Je discute avec ce salarié un CDD de 12 mois avec 50 000 dinars par mois. Mais en contrepartie, je lui donne une indemnité de départ de 200 000 dinars. Peut-être il trouverait son intérêt de garder un emploi au lieu de prendre une indemnité, garder un emploi. Donc, ça, c'est discutable. C'est des choses que j'ai faites personnellement assez souvent. D'accord. Et ça marche très bien. En général, ça marche. Très bien. Donc, Ayoub qui vient d'arriver, que j'ai reçu l'invitation 10 minutes avant le début. C'est pas très grave. On a le live sur Facebook, donc la page du GAN, G-A-A-N, Algérie, qui permet de revoir le live juste après la fin de l'enregistrement, c'est-à-dire dans une quinzaine de minutes. Une autre question. Là, je prends des questions de Facebook. Alors, le gars Forteza Albatros me dit mécanisme, le volet social refusé par l'inspection de travail. 3 points de suspension. Est-ce que vous avez compris la question? Je peux présumer de la réponse. Dans tout ce qui est volet social, c'est-à-dire la négociation d'une compression d'effectifs, l'inspection de travail est partie prenante. Ça veut dire à chaque fois que vous allez prononcer ou écrire le mot compression d'effectifs, attention, c'est un mot qui a un sens. Ça veut dire derrière, l'inspecteur de travail a le droit de vérifier si vous êtes clairement dans une situation ou non de faire une compression d'effectifs ou pas. Maintenant, si j'ai négocié cette compression, j'ai mis un accord collectif, parce qu'il y a un accord derrière. Et moi, avec mes salariés, on s'est mis d'accord. Du moins, avec mes représentants, on s'est mis d'accord. Donc, il y aura un accord à enregistrer. L'inspecteur de travail, légalement, ne peut pas s'y opposer. Maintenant, ça, c'est la partie légale. Maintenant, moi, personnellement, je l'ai vécu cette situation il y a quelques années, il y a 5 ans. On a dû enregistrer un accord collectif avec compression d'effectifs. Eh bien, l'inspecteur de travail n'a pas voulu l'enregistrer parce qu'il avait des intérêts particuliers. Il avait quelques membres de sa famille à l'intérieur. Donc, il faisait tout pour bloquer. Eh bien, derrière, c'est un accord. Si on se met d'accord, la jurisprudence est très claire. Ça veut dire les arrêts de la Cour suprême est très clair. Je me suis mis d'accord avec mon syndicat ou mes représentants. L'accord va primer, même si l'inspecteur de travail ne l'enregistre pas, eh bien, il produit ses effets. Et pire que ça, si l'inspecteur de travail ne l'enregistre pas, vous pouvez le mettre en demeure pour l'enregistrer. Vous pouvez même lui envoyer un huissier de justice. Je l'ai fait il y a 6 ans avec un inspecteur de travail. Je lui ai envoyé un huissier de justice. Donc, quelquefois, il faut prendre peut-être le taureau par les cornes et ne pas avoir peur de l'inspection de travail. L'inspection de travail, c'est un organisme qui est là pour appliquer la loi. S'il commence à chercher son intérêt personnel, eh bien, vous lui rappelez la loi par écrit et vous saisissez la hiérarchie. Parce qu'un inspecteur de travail, c'est un fonctionnaire. Il ne faut jamais l'oublier. Et un fonctionnaire est un chef. Et le chef, il a encore son chef. Donc, vous pouvez toujours écrire et faire des recours nécessaires. Mais l'accord en lui-même est exécutable, sans aucun souci. Très bien. Merci, Abdelhak. Une autre question de notre ami Nabil Abdelzak, que je salue aussi. Bonjour les amis, dans le cas de réduction des salaires, il est préférable de mentionner cette mesure sur le contrat avenant ou bien un accord à l'amiable avec les employés? Avenant au contrat ou accord, c'est la même chose. Hein. On est en train de parler juste d'une terminologie juridique. Quand on dit un avenant, c'est quelque chose qui modifie un contrat. Mais un avenant est déjà un contrat. Donc, c'est la même chose.
Donc, le mieux, bien sûr, c'est de le mettre sur un contrat de travail. Ce n'est pas juste du verbiage. Il faut l'écrire parce que demain, elle peut être contestée, cette procédure. Donc, il vaudra mieux l'écrire et le contresigner. Maintenant, devant cette situation, on peut avoir le cas où le salarié ne peut pas se déplacer par manque de transport ou par confinement, ce qui est le cas. Donc, il vaut mieux avoir un accord au moins par écrit quelque part, au moins une réponse. Même un SMS pourrait être un début de réponse. Le mieux, ça sera écrit. Mais si vous vous échangez, par exemple, par email et que l'intéressé demande son accord par email, c'est toujours une bonne question. Mais le mieux, c'est de le signer et c'est un avenant sur le contrat de travail. Parfait. Une question, Nassim. Oui, c'est qu'un email. Elle pose une question. Si je mets mes salariés en mode de travail à distance, suis-je contre cette mesure de congé exceptionnel? Ou qu'il y a une autre question de Rabah Ben Ali, pourquoi le salarié est le plus victime? Le salarié n'est pas assuré. C'était au début de la présentation d'Abdelhak. On va lui laisser. Désolé. Hein. Non, il peut répondre après. Allez, je réponds. Je réponds, il n'y a pas de souci. Donc, si j'ai des salariés qui sont déjà en télétravail, la mesure de congé exceptionnel, et pour comprendre son objet, c'est de réaliser la distanciation sociale, c'est-à-dire c'est pour éloigner les gens. Si les gens sont déjà éloignés de leur lieu de travail, ils sont déjà en poste, parce que là, c'est pas ne pas travailler. Attention, l'État ne vous dit pas ne travaillez pas. L'État vous dit distancez-vous. Donc, si je réalise déjà cette distanciation sociale par un effet de télétravail, eh bien, je ne suis pas obligé de mettre les salariés en congé exceptionnel rémunéré. L'exemple type, j'ai 50 personnes, j'ai 100 personnes. Si je mets 60 personnes en télétravail, eh ben, si je lis la loi bêtement, eh ben, je ne suis pas obligé de mettre les 40 restants ou les 20 restants sur le congé exceptionnel. Je ne suis pas obligé. Même si la loi m'invite à le faire. La loi m'invite à le faire, mais je ne suis pas obligé. Parce que la loi me dit exécuter 50% minimum. Eh ben, si j'ai éloigné 50% de mon personnel actif, eh ben, il va me rester uniquement une quarantaine de personnes. Là, je peux exécuter mes décisions. Donc, je ne suis pas obligé de le faire si j'ai éloigné déjà 50% de mon personnel. Par contre, attention à la mathématique. Là, on parle d'un seul lieu de travail. Si vous avez plusieurs lieux de travail, il faudra apprécier vos 50% par lieu de travail. Clair? Très bien. Abdelhak, le sujet passionne énormément, il intéresse beaucoup de monde. Donc, on est entre Facebook et Zoom, on est à peu près une centaine de participations. On avait prévu 1 heure de temps, là, pratiquement 2 heures. Je vais poser il n'y a pas de souci. Les 2 dernières questions. Moi, je suis disponible, il n'y a pas de souci, je suis disponible. Depuis 18 heures. Une question de Ramla qui dit « Bonjour, les décisions prises en commun d'accord entre l'employeur, le SG et les syndicats d'entreprise peuvent être discutées ou refusées par certains employés. » Non. Si on a pris un accord collectif, ça veut dire que ce n'est pas un PB, hein, qu'on s'entend très bien. Ce n'est pas une discussion duquel ressort un PB. Ce n'est pas un PB. Quand je discute avec mon syndicat, il y a les PB et il y a les accords. Les PB, c'est des minutes de réunion. Ça veut dire que c'est des choses, on s'est mis d'accord dans une réunion. Mais le PB en lui-même doit être retranscrit sous forme d'accord. Si je mets un accord collectif, il est opposable aux salariés. Dernière question sur Zoom. Elle est dans notre ami Manal Khatib qui dit « Est-ce que nous pouvons mettre fin à un détachement de salariés pour réduire la masse salariale ?» Qu'est-ce qu'elle entend par détachement des salariés? Est-ce que vous pouvez préciser? Entre-temps, est-ce qu'on a d'autres questions sur Facebook? Non, non. Très bien. Donc, on va attendre la réponse de ML Khatib. Elle est sur Zoom, je ne la vois pas. Hein. Alors, ML, elle est là ou pas? À la recherche de ML Khatib, peut-être qu'elle a quitté. Nous avons un salarié détaché de la société mère. Détaché, ça veut dire que ce n'est pas votre salarié. Elle est employée de chez je pense que c'est l'employeur vis-à-vis de la classe, c'est la société mère, elle est détachée chez eux. Là, on va revenir à la règle légale. Chacun va prendre ses effectifs pour lui. Voilà. Ça veut dire que chacun calcule ses effectifs, ça veut dire avec qui il a une relation juridique.
C'est comme la question des consultants qui sont placés chez l'entreprise. Voilà, les consultants, c'est des tiers. Maintenant, si je prends le décret dans un sens plutôt sanitaire, ça veut dire que c'est pour limiter la propagation du virus, là, je vais compter les effectifs, il n'y a pas de souci. Mais juridiquement, chaque employeur prend en charge ses propres salariés. Très bien. Merci beaucoup à Abdelhak. Ça a été vraiment d'une très, très grande utilité dans cette période où les choses ne sont pas très claires, où il y a eu des décisions, des décrets qui sont sortis, mais sans texte d'application. Donc, on est tous dans le flou. Je pense que c'est un premier exercice. On aura peut-être plus de précisions dans les semaines à venir. On aura peut-être besoin de toi encore pour éclaircir Avec plaisir. Avec plaisir, mon cher. Ce qu'on va faire, Abdelhak, c'est que tu nous avais promis un document à partager sur ton LinkedIn. Demain, on partagera ça sur la page du GAN, sur ton profil aussi LinkedIn. On partagera aussi ton profil sur notre page. Pour les entreprises donc qui sont avec nous, donc je réexplique très très rapidement c'est quoi le GAN. Donc le groupement algérien des acteurs du numérique, c'est un nouveau groupement que nous avons créé il y a quelques temps pour défendre justement les intérêts des entreprises du secteur. Donc le GAN est une initiative à but business, donc tous les adhérents vont travailler dans des commissions, etc., mais toujours dans un but de faire du business, de faire grandir notre domaine d'activité, de faire de notre secteur un levier de croissance et d'indépendance par rapport aux hydrocarbures. Il y a de très très belles choses qui vont venir. Nous avons, même pendant cette période de confinement, fait on a eu beaucoup de contacts avec et les décideurs et aussi les différentes parties prenantes. Je vous invite à nous rejoindre. Donc, on a mis en place le mécanisme d'adhésion qui va être disponible en ligne d'ici normalement au plus tard jeudi. Donc, je vous invite à adhérer. Donc, à adhérer aussi aux commissions de travail. Nous avons aussi à faire une grande annonce la semaine prochaine. Donc, nous allons avoir des opportunités de business dans cette période de confinement. Donc, toutes les entreprises qui nous écoutent maintenant et qui ont des choses à apporter dans tout ce qui est télétravail, dans tout ce qui est travail collaboratif, dans tout ce qui est visio, etc., e-learning, formation à distance, vous vous rapprochez de nous. Donc, il y a moi, Nassim Bounès, il y a Karim Barak, il y a Bachir Tajdin, il y a Omar Ali Ihya, il y a Wahab Gawa et Ruslan Ben Sharif qui sont certainement vos amis sur Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez les contacter si vous avez des produits, des services, des solutions qui sont adaptées à cette période-là un peu, je dirais, particulière. Donc, vous êtes tous les bienvenus. Vous nous envoyez juste un petit mail et on revient vers vous d'ici la semaine prochaine avec vraiment un projet qui va vous permettre au moins d'avoir un peu de positif dans cette période de morosité. Donc, je vous remercie tous. Encore une fois, merci beaucoup. Ça a été vraiment... Merci à vous. Si tu permets, s'ils ont des thématiques spéciales ou spécifiques qu'ils veulent qu'on aborde, ça serait bien sur la page au message. On pourra trouver l'intervenant et faire aussi d'autres lives avec d'autres intervenants. Exactement. On a prévu de faire au moins un live par semaine. Donc, si vous avez des thématiques ou vous voulez intervenir sur une thématique intéressante, marhaba bikoum. Parfait. Merci Abdelhak. Merci à vous tous. Merci à toi. 2 heures avec nous et à la prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. À très bientôt. Au revoir.